7 décembre 1941. Vous arrivez tant bien que mal sur le pont, une bataille dantesque a lieu dans le ciel. Les balles, les obus et les bombes fusent de tous les côtés, alors que vos coéquipiers sautent par-dessus bord. Mais votre regard reste scotché sur une silhouette dans le ciel, un chasseur majestueux qui se détache de la brutalité de la bataille par la finesse de ses courbes. Alors que l'USS California sombre dans le lagon d'Hawaï, vous contemplez la perfection de l'ingénierie de cet appareil. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle, et aujourd'hui on parle du Mitsubishi A6M0. En 1937, le nouveau chasseur de la marine impériale japonaise, l'A5M, vient d'entrer en service que déjà, les militaires cherchent un potentiel remplaçant. L'Empire du Soleil de Vent est déjà à l'époque une puissance mondiale et le leader incontestable de l'Asie, et même de l'Océanie. La nation se doit d'être dotée de l'armée la plus puissante, les cuirassés les plus grands, les porte-avions les plus puissants et les meilleurs avions. Le 5 octobre 1937, la marine publie exigence de planification pour le chasseur basé sur le porte-avions prototype de 12 Shi. Ce cahier des charges, particulièrement exigeant, est envoyé aux constructeurs japonais. Beaucoup se retirent, comme l'équipe de Nakajima qui considère la demande de l'IJN impossible. En effet, une vitesse de pointe de 500 km/h, une montée de 3000 mètres en seulement 9,5 minutes, la possibilité d'être équipé de réservoirs largables, un armement lourd pour l'époque, de mitrailleuses 7,7 mm et de canons de 22 mm. Et évidemment, l'avion doit pouvoir être opéré depuis un porte-avions de la marine. Mais Jiro Horikoshi, concepteur en chef de Mitsubishi, pensait la conception d'un tel appareil possible si l'avion était rendu aussi léger que possible. Pour arriver à un poids minimal, tout devait être tenté. L'avion serait construit dans un nouvel alliage d'aluminium plus léger, l'appareil n'aurait aucun blindage, même à des endroits critiques comme le moteur, les réservoirs ou tout simplement la cabine du pilote. La construction de l'avion devait aussi être optimisée dans cet objectif. Les ailes sont directement construites avec le fuselage, contrairement aux méthodes traditionnelles qui est de construire les ailes et le fuselage séparément puis de les assembler. Mais cette nouvelle technique rend la construction plus longue et plus difficile, mais diminue significativement le poids de l'appareil. L'avantage d'une telle légèreté est que l'avion est incroyablement maniable, qu'il est extrêmement rapide et qu'il a une portée monumentale. À l'époque, aucun autre avion navalisé n'avait de rayon d'action aussi important et sa charge LR très basse lui permet d'avoir une vitesse de décrochage très faible. Il peut voler à la fois extrêmement vite et très lentement, à peine 110 km/h. Son moteur de Nakajima Sakai est un moteur de 1020 chevaux, ce qui est relativement peu comparé aux chasseurs européens et américains. Grâce à sa voilure à aile basse quand il volait, à son train d'atterrissage rétractable et à son cockpit fermé, sa vitesse et sa maniabilité, il est l'un des chasseurs les plus avancés de l'époque. Cet avion, déjà révolutionnaire pour le Japon avant même son premier vol, est nommé A6M. A pour avion embarqué, 6 car il est le 6e avion conçu pour la marine, et M pour Mitsubishi. Mais il est plus communément appelé Zero ou Zero Sen par les pilotes japonais. Le 1er avril 1939 a lieu le premier vol d'un A6M. Les militaires sont tout simplement impressionnés par l'avion, incroyablement simple mais aussi incroyablement efficace. En juillet 1940, les premiers Zéros rentrent en service dans la marine impériale japonaise, et le 13 septembre de la même année, une première victoire est gagnée par les Zéros, en abattant 27 Polikarpov I-15 de l'armée nationaliste chinoise, sans perdre le moindre appareil. Un an plus tard, l'exploit est largement réitéré en abattant 100 appareils ennemis. De nouveau, 7 décembre 1941. Pour la première fois, lors de l'attaque de Pearl Harbor, le Zéro a un rôle capital en se trouvant en première ligne. Pendant la bataille, les Américains perdent 2 cuirassés, 6 sont mis hors service, 5 autres navires sont perdus, plus de 300 avions sont détruits ou fortement endommagés et 2400 hommes sont tués. Les Japonais, eux, ne perdent que 29 avions, 70 hommes et une dizaine de sous-marins. C'est lors de cette bataille que l'A6M se démarqua pour la première fois. Sa maniabilité était purement mortelle, la RAF le considéra comme la première menace pour ses pilotes. Mais le Zéro a un défaut majeur, son blindage. Là où une simple rafale peut détruire un Zéro, un Grumman ou un Corsair peut survivre à des centaines de coups. Assez rapidement, les alliés mettent en place des tactiques pour abattre les Zéros, monter dans le ciel, plonger dos au soleil, tirer une rafale et remonter instantanément. En juillet 1942, un Zéro presque intact est retrouvé sur l'île d'Akutan, en Alaska. L'avion aurait été abattu lors du raid de Dutch Harbor. Il se crache suite à une fuite de réservoir. Le pilote, lui, Tadayoshi Koga, un maître de première classe de 19 ans, meurt instantanément des blessures reçues à l'atterrissage. Mais miraculeusement, le Zéro, nommé Akutan 0, est presque intact.
Les Américains sont impressionnés par la simplicité de l'appareil. Le tableau de bord est d'une simplicité presque enfantine. Ils sont aussi impressionnés du poids de l'appareil, qui est 2 à 3 fois inférieur à celui du Grumman. Ils se rendent compte de nombreux défauts de l'appareil, déjà son blindage qui était déjà connu, purement et simplement inexistant, mais aussi le même défaut de carburateur que le Spitfire, qui empêche l'avion de faire des manœuvres 0G. Après la remise en état de l'avion, des tests furent effectués. Les Américains se rendirent compte que les gouvernes de l'appareil sont presque inopérantes à haute vitesse. Pour des pilotes expérimentés et avec de l'entraînement, le caractère du 0 peut être maîtrisé, mais c'est un danger pour les jeunes pilotes. Et justement, à mesure que la guerre avance, les pilotes japonais meurent plus vite que la marine ne peut en produire. Le temps de pilotage nécessaire pour devenir pilote de Mitsubishi A6M passe de 600 heures de vol à seulement 100 heures. C'est comme si on demandait à des collégiens de prendre des armes qu'ils ne connaissent même pas et d'aller affronter des ennemis bien mieux armés qu'eux et mieux entraînés. Ou même entraînés tout court d'ailleurs. À ce moment-là de la guerre, il ne s'agissait même plus de victoire pour le Japon, mais d'une défaite digne. C'est comme ça que des jeunes pilotes, qui ne savaient même pas contrôler leur avion, ont commencé à se suicider sur des navires ennemis. Le vent divin en japonais, les kamikazes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, les kamikazes ne se tuaient pas pour leur empereur, mais pour ceux qu'ils aimaient, leur famille, leurs amis, leur terre, leur nation parfois, mais pas pour un dieu vivant qu'ils n'avaient vu qu'en photo. La majeure partie d'entre eux terminaient dans la mer, ou abattus avant même d'avoir atteint leur cible. Rien que le fait de monter dans un avion était du suicide, ils ne savaient pas piloter, mais il fallait faire quelque chose pour freiner les Américains, se sacrifier pour les autres, mais ça n'aura servi à rien. Les dégâts mineurs causés par les kamikazes n'empêchèrent pas le Japon de capituler après 2 bombardements nucléaires. Le 0, lui, ne survivra pas à la fin de la guerre, largement dépassé technologiquement et stratégiquement. Il existe très peu de 0 en état de vol aujourd'hui, et encore moins en état tout court. Un avion de fanatique, un rêve abattu d'une flèche, comme le 0. Wow, je pense que je peux me féliciter pour cette prestation absolument spectaculaire.